Merci Jean-Marc Minéo de nous recevoir dans le cadre de l'émission Atout France sur BDM TV. Nous vous accueillons et vous interviewons aujourd'hui pour la sortie de votre film Bangkok Renaissance. Premièrement, quand et comment avez-vous eu goût pour le Kung-Fu? J'ai bientôt 53 ans et je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 12 ans. Il faut dire qu'à peu près au même moment, j'ai fait mes 2 premiers courts-métrages. Donc le cinéma n'est pas quelque chose qui est venu comme ça après ma carrière de sportif, mais bien quelque chose que j'avais au fond de moi. Et en fait, donc à la même période où je commençais à avoir des idées de mise en scène et d'histoire plaquées sur la pellicule, et j'ai rencontré donc le Kung-Fu, j'ai gagné mes premières compétitions, ce qui m'a attiré tout naturellement à continuer plus en avant les arts martiaux. Et c'est vrai que j'ai délaissé ensuite le cinéma pour me consacrer au combat. Mais j'avais toujours dans la tête cette envie de revenir à l'image, et je m'étais dit que quand ma carrière professionnelle serait terminée, je ferais le nécessaire et je mettrais toutes mes forces dans une nouvelle bataille, et justement celle d'écrire un long métrage, de le tourner et de le diffuser. D'accord, donc le Kung-Fu en même temps que le cinéma, mais quel a été votre moteur? Qu'est-ce qui vous a dirigé et décidé de choisir de pratiquer du Kung-Fu? En fait, les arts martiaux, en tout cas le Kung-Fu plus précisément, j'ai vraiment rencontré, je crois que c'est l'histoire de la vie de tous les êtres humains, c'est l'histoire de rencontres. J'ai rencontré un professeur extraordinaire qui m'a fait découvrir qu'il y avait quelque chose derrière le mouvement, qui m'a fait comprendre que c'était un art que je pouvais transposer à la ville et à la vie dans ses préceptes et concepts, ce qui m'a permis de garder toujours en tête une forme de maîtrise, si on peut dire. Et comme tous les petits garçons de mon âge, en tout cas quand on est un adolescent, on a besoin d'avoir des guides, on a besoin d'avoir des barrières, on a besoin d'avoir des frontières. Et c'est vrai que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé en cela. Et puis aussi, les légendes qui couraient sur le Kung-Fu à l'époque, avec tous ces films qu'on voyait, avec Bruce Lee qui est arrivé par la suite, ça a renforcé mon envie d'avancer sur la voie des arts martiaux, jusqu'à avoir eu la chance de devenir champion du monde en 1987 à Taïwan. Et puis aussi jusqu'à l'envie d'aller au temple Shaolin, voir un peu si les légendes qui naissaient au sujet de ce temple fabuleux étaient vraies. Et donc je suis parti dans les années 80 voir si les moines existaient, si le temple existait. Et ils existaient en fait. Vous avez été champion du monde en 87, mais aussi 6 fois champion de France. D'où vient cet esprit de compétition? Eh bien écoutez, je crois que j'étais un petit garçon peureux. Et j'ai voulu changer ma vie. Et j'ai voulu ressentir les choses différemment, parce que je ne peux pas dire que j'étais un souffre-douleur, mais vous savez, on est toujours un peu bousculé. Je n'étais pas très grand, très épais, très fort. Et c'est vrai que les arts martiaux m'ont permis de m'affirmer et d'avoir plus confiance en moi. Et en fait, je crois que pour beaucoup de petits garçons, c'est un peu la même chose, hein. On a envie de devenir un justicier, ou on a envie de moins avoir peur. Alors peut-être moi c'était un petit peu des deux. Et c'est vrai que en cela, les arts martiaux, l'esprit des arts martiaux m'a fait sentir que quand on avait 2 bras et 2 jambes, et quand on avait une vraie détermination, on ne craignait pas grand monde. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la compétition, parce que la compétition c'est aussi un moment très intense et très difficile à vivre pour un pratiquant, puisqu'on est confronté à ses doutes, à ses peurs, et confronté à un adversaire qu'on ne connaît pas, qui a aussi ses propres doutes et ses propres peurs, mais ça on le sait qu'après. Et ça nous permet de grandir à travers ce genre de confrontation. L'adversaire devient un partenaire, et en fait nous nous apportons mutuellement justement ce sentiment qui va faire de nous des êtres un petit peu moins bornés, butés, avec un esprit plus ouvert et avec la conscience de l'autre. Comment fait-on pour être accepté par le temple Shaolin? Eh bien, c'est difficile, hein. C'est vrai que quand je suis allé en Chine, dans ces années 80, il n'y avait pas beaucoup d'Européens qui allaient en Chine. J'avais même un carnet de voyage que je devais faire tamponner pour pouvoir aller de ville en ville, parce qu'on ne laissait pas les Occidentaux, en tout cas les étrangers, naviguer en Chine comme ça. Je suis allé au temple Shaolin, donc difficile à trouver. J'ai commencé par une région qui s'appelle le Sichuan, qui se trouve dans le centre de la Chine.
Et parce qu'à l'époque, j'habitais Montpellier. Montpellier était jumelé avec cette ville-là. Et de cette ville, je suis parti dans la province du Henan, donc à plusieurs milliers de kilomètres de là, mais vraiment dans l'inconnu. Et je suis arrivé devant le temple fermé, impossible de communiquer puisque je ne parlais pas chinois et les Chinois ne parlaient pas ni anglais ni français. Et il a fallu une visite un jour, parce que je suis resté 15 jours devant le temple à dormir dans un petit cabanon à côté. Il a fallu 15 jours, j'attends 15 jours. J'allais partir d'ailleurs quand une délégation américaine s'est présentée au temple pour voir l'architecture. Il y avait une interprète et j'ai demandé qu'elle intercède auprès des moines pour demander bien sûr si je pouvais rentrer. Et le maître est sorti, il m'a demandé de faire un exercice. J'ai fait un Tao, je me rappelle le Tao du tigre. Et il m'a dit qu'il fallait que je rentre chez moi, que j'oublie tout ce que j'avais appris, que je revienne l'année d'après. Je suis resté en Asie pour me promener un petit peu, et parce que je n'allais pas rentrer en Europe. Hein. Et je suis revenu un an après, jour pour jour, et je crois que ça les a bien fait rire, et je suis rentré dans le temple, et je suis resté avec eux. Waouh! Et à quel âge c'est arrivé? J'avais 22 ans. Donc j'ai dû laisser de côté ce que les jeunes connaissent bien, à savoir les voitures, les boîtes de nuit et les filles. Et je me suis retrouvé avec des moines, mais bon, c'était vraiment le moment où je voulais aller au bout de mon rêve, c'était très très important pour moi. C'était une sorte de parcours initiatique en fait, que j'ai mené à bien. Et c'est quoi une journée au temple Shaolin? Alors, on se lève à 5 h du matin, il y a les prières habituelles, puisque ce sont des moines bouddhistes. Ensuite, on prépare le petit déjeuner qui se compose de tofu et de soupe aux légumes. Ensuite, on s'entraîne. Alors, on s'entraîne d'abord physiquement, été comme hiver d'ailleurs, hein, parce que l'hiver, il y a de la neige, et l'été, le soleil, comme on est très très haut, il frappe très fort, même s'il fait toujours un peu frais. Ensuite, le midi, on rentre. Alors, le soir, à midi, on rentre, il y a des prières. On prépare tous ensemble le déjeuner à base de tofu, de soupe. On mange aussi un peu de viande parce que c'est un des rares temples bouddhistes où la viande est permise, dans la mesure où traditionnellement les moines Shaolin étaient des combattants et donc on leur permettait de manger de la viande pour les renforcer. Et l'après-midi, on travaille plus la technique, les Tao, les enchaînements. Ensuite, on travaille la calligraphie le soir à la lueur de la bougie, et puis arrivent les prières et le coucher fort tôt. Quels sont vos meilleurs souvenirs auprès de la crème du Kung Fu? La gentillesse, la disponibilité. J'avais un moine référent qui s'appelait Shideshen, qui s'appelle toujours Shideshen d'ailleurs, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui maintenant n'est plus dans le temple, qui s'occupait de moi vraiment comme un frère. Et je me rappelle, moi, des premiers temps où le matin, après 5 h, c'était quand même très tôt pour moi. On était en prière, et moi, les prières avec ce qu'on appelle le Om tantrique, le son que sortent tous les moines de leur poitrine et de leur gorge, ça me permettait de finir ma nuit. Je me calais entre deux moines et je dormais. Et il ne faut pas le dire, mais voilà, c'était un petit peu un des bons souvenirs. Et puis aussi, bien sûr, la joie, même les souffrances qui sont de très bons souvenirs, puisque c'était quand même pour la bonne cause. Et puis ils m'ont accepté parmi eux, et je leur en sais gré, quoi, parce qu'ils m'ont fait confiance et ils m'ont accepté comme un des leurs. Et en cela, je les en remercie. Quand je demandais au maître, quelques mois après, quand je commençais à maîtriser un peu plus la langue, je lui demandais la grande question. Vraiment, c'est la question, on a vie d'aboutissement, mais j'en mesure la puérilité. Je disais, maître, c'est quoi la sagesse? Et il me disait, oh mon garçon, la sagesse c'est très simple, ça vient avec l'âge. Quand on est jeune, on ne peut pas être sage parce qu'on court dans tous les sens. Et puis, avec l'âge, on peut moins se déplacer, on s'assoit, et quand on s'assoit, on pense, et soudain, on devient sage. Et il me disait, si tu me rends mes jambes de 20 ans, je perdrai automatiquement ma sagesse. Et la deuxième chose que j'ai vécue, un jour, on était en train de travailler un enchaînement, un Tao, il se met à pleuvoir. Tous les élèves Shaolin, les moines rentrent, se mettent à l'abri. Et moi, avec ma conscience d'Européen, mon ego, je continue à m'entraîner à l'extérieur en m'appliquant et en prenant toute la pluie du ciel. Et le maître m'appelle, je viens, et il me dit quelque chose que je ne comprends pas. Hein, c'était au tout début que j'étais à Shaolin. Et quelques jours après, j'étais bien malade. Et à la fin de mon séjour, je lui ai demandé, maître, vous vous rappelez ce que vous m'aviez dit quand il s'était mis à pleuvoir et que je m'entraînais pour vous montrer que la pluie ne me gênait pas et que je voulais vous montrer que j'étais fort. Il m'a dit,
L'homme brave n'a pas peur de la pluie qui tombe sur son visage, mais l'homme prudent s'en abrite. Et il avait raison, parce que 2 jours après, j'étais fiévreux et malade au lit. Comment passe-t-on de champion du monde, de champion de kung-fu à réalisateur? Les 2 premiers courts-métrages, je les ai faits en Super 8 à l'âge de 15 ans. Vous voyez, c'est pas jeune, mais pour vous montrer que j'avais déjà l'envie d'écrire des histoires et d'en conter. J'ai aussi fait 2 autres courts-métrages, dont un qui a été primé à Cognac dans les années 2000, avec Samuel Le Bihan et Christian Vadim dans les rôles principaux. Donc je suis intéressé par l'image de toute façon et par la mise en Mais ça place. vient d'où l'origine de ça? Je ne sais pas. Vous aviez des gens dans votre entourage Pas du tout. qui vous ont initié? Pas du tout. Mon papa était fonctionnaire, ma maman travaillait à la maison. J'habitais une cité à Massy-Palaiseau. Alors vous voyez, on était bien loin des plateaux de Canal et des plateaux de cinéma. Mais je ne sais pas. J'ai été passionné tout de suite par l'image, en tout cas parce que ça véhiculait, puisqu'on pouvait s'évader. Alors peut-être pour moi c'était quand j'étais plus petit un moyen d'évasion, et en tout cas un moyen de... J'inventais, je me rappelle que très tôt, quand j'étais tout petit, j'inventais des histoires, j'en écrivais, donc je savais qu'un jour j'allais en raconter pour d'autres, quoi, à d'autres en tout cas. D'accord, et ce film, alors l'histoire de ce film, comment vous est-elle venue? Eh bien, Bangkok Renaissance m'est apparu comme une évidence. Alors, je voulais faire du film d'action depuis très longtemps, comme je vous l'ai dit, après ma fin de carrière. Mais en fait, c'est la rencontre avec un pays, avec une ville comme Bangkok qui m'a donné envie de le faire là-bas. J'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Christian Gerbert, qui était mon producteur et qui est devenu mon associé, et qui m'a fait découvrir Bangkok comme jamais. Et, on peut découvrir une ville, puisque lui, il y est depuis plus de 20 ans. Et je suis tombé amoureux de cette ville et de cette énergie, et je me suis dit que si j'avais un film à faire, c'était là-bas, parce que je pouvais à la fois y trouver la dimension humaine, mais aussi le chaos, et aussi l'énergie. Donc c'est pour ça que ce film m'est apparu comme une évidence, à travers ce que j'avais vécu moi en tant que pratiquant, et à travers des rencontres que je venais de faire en Thaïlande, et de cette rencontre avec cette ville, quoi. They insult the country. My father said the same thing. He died for it. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire en quelques mots de ce film? Alors c'est l'histoire d'un petit garçon qui assiste à l'exécution, donc à l'assassinat de ses parents, et il se trouve qu'il est blessé gravement et il reçoit une balle dans la tête qui ne le tue pas, mais qui le rend atteint d'un syndrome qu'on appelle l'ataraxie, qui lui enlève toute émotion, toute joie, toute peine. Et c'est l'histoire de ce petit garçon qui va se reconstruire à travers des rencontres et qui va retrouver son passé pour apporter la justice et un peu venger ses parents, tout en ayant cette position un peu particulière, parce qu'il va traverser le monde et rencontrer des gens, sans ce qui fait souvent la beauté des rencontres entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire empreint justement de ces émotions. J'ai essayé en fait de mettre en place un système de combat qui permet d'aller le plus loin possible dans la crédibilité, la réalité, parce que c'est vrai que je m'adresse quand même à un public de connaisseurs et je voulais ne pas leur mentir, et donc sans pour ça chercher la blessure à tout coup sur les scènes de combat, mais on est allé le plus loin possible, on est allé le plus près possible, et on est allé jusqu'à la touche. Training is not knowledge. Knowledge is not power. Combat training with the knowledge, you shall achieve the power. Je pense que les réalisateurs enfoncent toujours les mêmes clous. Moi, c'est la justice et la rédemption. Je dois avoir quelque chose à me faire pardonner. I don't know why I'm here. Not for revenge, but for justice. C'est un choc. C'est époustouflant, les combats sont exceptionnels, ça fait du bien, et quand on veut voir vraiment de l'action, il faut aller voir ce film. Aujourd'hui, pour un film de combat français, c'est un très bon niveau. Et il y a une assez bonne fierté de voir un film comme ça, réalisé par un Français. C'est un bon film. C'est un bon film. Les cascades sont bien réalisées, les techniques aussi, évidemment. J'aimais bien l'histoire. L'histoire, c'était bien parce qu'il y avait beaucoup de sentiments et tout ça. Donc, c'est plus que la violence. Il y a raison sur là-dessus. Très bon film, bravo. Je vous souhaite plein d'entrées et plein d'autres films. Il faut que tu vois le film.
fence. Where's the girl? Fuck the girl. You can't leave here alive. You have to die. Avez-vous d'autres projets, hormis la sortie le 13 juin prochain de Bangkok Renaissance? Actuellement, je travaille sur une pièce de théâtre qui sera jouée à la rentrée au Théâtre des Boulevards. Donc je me fais la mise en scène d'une pièce qui s'appelle Sexe, Profiterole et Sexe, Mariage et Profiterole, pardon, et qui est écrite par Claude Bigard, et c'est une merveilleuse pièce qui met en scène 3 femmes de 60 ans qui font un constat de leur vie. C'est entre Sex in the City et Desperate Housewives. C'est une comédie dramatique peut-être? Pas du tout dramatique, je dirais, c'est pas du boulevard, mais c'est drôle dans le sens où en fait c'est vrai. Ce sont des femmes qui font un constat sur leur vie, sur leurs amours, sur leur sexualité, sur leur mariage, et ce ne sont que des choses vraies. Donc souvent quand c'est vrai, ça nous renvoie à nos propres angoisses, à nos propres vérités, et en cela donc c'est touchant. Et donc nous sommes en répétition en ce moment, voilà. Et comment on arrive des arts martiaux et de combat, de films de combat à la mise en scène d'une comédie comme ça? Eh bien, je crois que les arts martiaux, c'est de l'humanité. L'humanité, on la trouve partout. Donc ça peut être dans une pièce de théâtre. Alors de toute façon, les arts martiaux me donnent la rigueur nécessaire pour travailler, se documenter. Il ne faut pas lâcher les comédiens, il ne faut pas lâcher son travail. Et puis l'humanité que les maîtres nous apportent à travers la bienveillance nous permet d'accéder justement à ce genre de projet, dans la mesure où quand on rencontre l'auteur, on a peut-être les mots qu'il faut, on a peut-être la prise de conscience de la pièce, on a la possibilité de bien cerner le projet et puis d'y apporter voilà, sa petite touche personnelle. Je suppose que c'est comme ça qu'on m'a choisi. Jean-Marc, j'ai travaillé avec lui il y a 10 ans sur un court-métrage qui s'appelait « Pourquoi t'as fait ça ?» et j'avais été subjugué par son travail. Et donc j'avais toujours eu de nouveau envie de travailler avec lui, puis on est devenus amis, on a des projets ensemble, et quand il m'a dit viens voir mon film, évidemment je suis venu. Mais je suis un petit peu jaloux, il ne m'a pas pris dans son film, genre, je serais bien allé tourner en Thaïlande moi, mais ça sera pour la prochaine occasion. Jean-Marc, si vous voulez, sur le tournage, il s'investit tellement, mais avec tellement de gentillesse et de professionnalisme que tout passe en douceur. C'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de franc, c'est quelqu'un d'hyper loyal, et c'est aussi quelqu'un, comme je disais, qui a un énorme bagage, qui a un parcours assez dingue, atypique, du sport, ensuite beaucoup de vie parallèle, donc qui a vraiment un bagage, une expérience de vie très particulière et assez passionnante en fait, qui n'est pas commune, donc c'est quelqu'un qui n'est pas commun. Ce que je peux retenir de lui, c'est un homme qui est fort physiquement et d'une profonde gentillesse. Et c'est ce que j'admire le plus. C'est comme un éléphant, vous savez, un éléphant vous caresse. L'éléphant peut se mettre en colère. Au début, il est toujours très, très jovial et gentil, l'éléphant. Ben, c'est un peu pareil avec Jean-Marc. Je trouve que c'est un mec qui est doux, drôle. Moi, j'aime beaucoup rire avec lui, beaucoup. Et puis en même temps, avec lui, on se sent complètement sécurisé. Voilà. Et j'aime beaucoup ce style de mec. Parce qu'il pourrait se mettre en colère. Ben non. Voilà, je crois que c'est la force des vrais et des grands. C'est quelqu'un qui est d'une sensibilité comme j'en ai rarement croisé et vu ces dernières années, qui sent les gens tout en les... C'est un professeur, donc il enseigne et il transmet. Et c'est quelqu'un qui a la générosité de transmettre et d'accueillir et d'essayer de tirer vers le haut les gens qui le touchent. Voilà. Et même les gens qui ne le touchent pas, il tire vers le haut vraiment. Voilà, je crois que c'est sa qualité, c'est quelqu'un qui vous emmène et qui vous aide à vous construire parce qu'il est très organisé. Voilà, je lui dois beaucoup. Merci Jean-Marc. Nous rappelons que votre film Bangkok Renaissance sort le mercredi 13 juin 2012 et nous vous souhaitons bonne chance.
Merci de m'avoir reçu dans votre émission. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ce genre d'émission dans la mesure où je sais que c'est regardé par beaucoup de jeunes. Et si j'ai quelque chose à leur dire, c'est surtout ayez des rêves et puis allez au bout de vos rêves parce qu'il n'y a vraiment rien d'impossible à ceux qui ont la foi et qui veulent travailler.